L'Europe grelotte du nord au sud. Pendant que certains en prennent leur parti et n'hésitent pas à se baigner dans une eau glacée comme ici sur les côtes danoises, de nombreux autres doivent s'en accommoder. La neige paralyse l'est du continent comme en Croatie où les écoles sont fermées, services et transports publics tournent au ralenti. Mais cette vague de froid fait aussi des dizaines de victimes, plus de 100 en Ukraine, au moins 220 dans l'ensemble de l'Europe. La plupart sont des sans-abri. En France, des maraudes sont organisées pour venir en aide à ceux qui sont dans la rue. Vous avez besoin de rien. Mais ces températures à un niveau extrêmement bas dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'Hexagone sont-elles vraiment exceptionnelles? Dans notre histoire récente, nous avons vécu certains épisodes où le froid était encore plus intense. L'hiver 54, l'un des plus rigoureux du XXe siècle, particulièrement meurtrier pour les nombreux sans-abri 9 ans après la fin de la guerre. Les températures descendent en dessous de moins 10 degrés. Dans la nuit du 3 au 4 janvier, un bébé meurt gelé. Quelques jours plus tard, l'abbé Pierre lance son appel pour une insurrection de la bonté. Des bénévoles affluent de toute la France. Ce sont les futurs compagnons d'Emmaüs. 37 vagues de froid ont été répertoriées au cours du siècle dernier, dont 9 d'une intensité forte, voire exceptionnelle. Célèbre pour ses records de froid, Mout dans le Doubs, baptisé la Petite Sibérie, moins 28 degrés en février 86. Cette année-là, comme désormais lors de chaque épisode glacé, le froid fait la une des actualités. Ici, moins 10 degrés sur la Côte d'Azur et à Montpellier. Le froid et ses conséquences nourrissent des peurs ancestrales, en particulier au cours du petit âge glaciaire du XIVe au XIXe siècle. Lors du grand hiver 1709, les températures chutent de 20 degrés en une seule nuit à Paris. On a entre 6 et 800 000 morts en France. À l'époque, le royaume faisait 22 millions d'habitants, donc aujourd'hui, ça ferait à peu près quasiment 2 millions de morts quand même comme conséquence de cette vague de froid. Ça a duré très longtemps, puisqu'au printemps, il faisait encore moins 10, moins 15 à Paris, au mois d'avril. Et quand il a fallu commencer à récolter, on s'est rendu compte que tout avait pourri ou presque, avec des conséquences humaines souvent dramatiques. À la veille de la Révolution française, on constate de nouveau un refroidissement du climat, avec des récoltes qui sont insuffisantes, avec pour conséquence une remontée du prix du blé, et donc un mécontentement dans les campagnes, qui est l'un des facteurs déclencheurs de la Révolution française. Au XXe siècle, les citadins rêvant de sports d'hiver ont aussi appris à apprécier le froid et la neige. Tandis qu'aux zoos, même les ours polaires grelottent, les élégantes parisiennes, elles, s'amusent. Le froid intense ne les a pas empêchés de réveiller la ministre de l'Environnement aux aurores. Une cinquantaine d'agriculteurs ont envahi le boulevard Saint-Germain devant les locaux du ministère pour déverser des bottes de paille et de la terre. Une action au coup de poing pour protester contre la politique du gouvernement. Ils dénoncent une surenchère environnementale française qui empêcherait les exploitants de produire plus et mieux. Selon eux, Nathalie Kosciusko-Morizet ressemble un peu trop à Eva Joly, la candidate d'Europe Écologie Les Verts à la présidentielle. Et chose inhabituelle, après cette manifestation, les écologistes ont apporté leur soutien à la ministre. C'est un instant historique, a souligné le gouvernement cambodgien. Doutch a été condamné en appel à la perpétuité ce vendredi par le tribunal parrainé par l'ONU pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le chef de la prison de Phnom Penh sous le régime des Khmers rouges voit sa peine alourdie. 30 ans de détention avaient été prononcés à son encontre en première instance. De 1975 à 1979, dans la centrale S21 dont il était le patron, environ 15 000 personnes ont été torturées avant d'être exécutées. En Égypte, de nouveaux affrontements ont éclaté entre policiers et manifestants. 2 jours après le match de football meurtrier à Port Saïd, les heurts qui ont fait 2 morts et des centaines de blessés ce jeudi ont repris au Caire et à Suez dans le nord-est du pays. Des rassemblements pour réclamer le départ du pouvoir militaire. Ils l'estiment responsable des violences entre supporters qui ont fait 74 victimes. Parlons santé à présent. Ce samedi, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Parmi les traitements de la maladie, il en est un qui ne coûte vraiment pas cher, le sport. L'Institut Curie a mis en place un programme d'activité physique pour éviter la récidive après un cancer du sein. Allez, c'est parti. Voilà. Bernadette Leblanc n'est pas une grande sportive, mais à 58 ans, elle a décidé de s'y mettre. Là, je suis essoufflée. Pas facile, mais après son cancer du sein, Bernadette a écouté son médecin qui lui a conseillé de faire de l'exercice. Ce bilan physique va lui permettre de savoir quelle activité choisir. Nous, notre but, c'est vraiment qu'il y ait un changement dans la vie
des personnes, qu'elles intègrent ça dans leur rythme de vie, parce que effectivement ça a un impact quand même bénéfique sur la santé. Un effet sur la santé, mais aussi sur le moral. Quand on vous dit bon bah votre traitement est terminé, on a l'impression un peu de se retrouver seul, lâché un petit peu dans la nature, alors qu'on avait quand même des contacts très très fréquents. Et là, en fait, de trouver une association, en plus qui travaille avec Curie, pour moi c'est une grande sécurité. Après un cancer du sein, les effets de l'activité physique sont prouvés avec un double avantage. L'avantage en termes de meilleure qualité de vie, de diminution de la fatigue, et la fatigue est un symptôme très présent dans la période après-cancer, et donc une meilleure possibilité de retourner à une vie active normale, et puis par ailleurs un bénéfice en termes de limitation du risque de récidive. Des arguments qui ont convaincu ce groupe de patientes. Elles viennent toutes les semaines suivre le cours de gym. Une centaine de femmes participent aujourd'hui à ce programme pilote. L'Institut Curie espère l'étendre à 2000 patientes, à condition de trouver les financements. On termine par cette belle histoire. 2 femelles rhinocéros nées dans une réserve privée en Afrique du Sud ont quitté leur pays où elles risquaient d'être la cible des chasseurs pour le zoo de la Boissière du Doré. Un havre de paix où elles vont faire la connaissance d'un mâle, Max. Leur soigneur espère qu'une idylle naîtra et qu'un bébé rhinocéros pointera le bout de son nez. Il faut dire que l'espèce est très menacée. Dans les 40 dernières années, il y a 100 000 rhinos qui ont été tués à travers le monde. Tout ça pour leurs cornes, à laquelle on attribue des vertus soi-disant aphrodisiaques qui sont évidemment totalement infondées. Le zoo a déboursé 100 000 € pour accueillir ces 2 femelles qui n'ont pas encore de nom. Un concours est lancé sur Internet via les réseaux sociaux.